L'association Atlantic Cluster et la région Nouvelle-Aquitaine sont heureuses de vous présenter une table ronde sur les questions liées à la transition écologique dans le domaine du nautisme en Nouvelle-Aquitaine. Et cette première table ronde va se pencher sur les questions de l'économie circulaire, du recyclage, du réemploi, de l'économie industrielle et territoriale. Et pour cela, j'ai la chance d'inviter Mathias de Christen, Incidence, bonjour. Bonjour à tous. Gilda Lemasson, président du Atlantic Cluster et également président directeur général de Nautitech. Bonjour. Et Guillaume Soumaille, gérant de Wattenboat. Bonjour. Bonjour à tous. Alors cette question de la transition écologique, des transitions écologiques, énergétiques dans le domaine maritime en général, sont prises à bras le corps, on le voit bien. Le gouvernement a lancé France Mer 2030 avec une volonté de décarbonation, avec un fonds d'investissement de 300 millions d'euros. Si on regarde plus près de chez nous, nous sommes ici sur le salon du Grand Pavois. Le Grand Pavois propose un espace d'éco-navigation et avec un certain nombre de stands qui présentent des start-up dans le domaine de l'éco-navigation précisément. Et puis la région Nouvelle-Aquitaine et plus exactement le cluster des industries nautiques et navales en Nouvelle-Aquitaine a lancé sa feuille de route. Alors je vais peut-être m'adresser au président Gilles Dalmasson, président d'Atlantic Cluster. Cette feuille de route prévoit notamment en première orientation, je cite, accompagner la transition énergétique et écologique de la filière, énergie verte, matériaux durables, économie circulaire et nouvelles pratiques. Cela vous donne donc un cadre bien pour les prochaines années puisque c'est 2023-2028. Exactement. En fait, c'est une des thématiques de la feuille de route sur laquelle on a travaillé en collaboration avec la région. Et ce qui est intéressant, c'est que ça donne une impulsion au-delà de la volonté de l'association Atlantic Cluster qui est de fédérer et d'aider les acteurs de la filière dans la région à se développer. Ça donne une impulsion peut-être un peu politique, mais qui est importante également parce qu'elle a un caractère finalement de booster sur les actions que l'on souhaite mener. Ces actions, elles sont essentiellement dans le cadre de ce que je pourrais appeler du foisonnement des idées, du foisonnement des expériences. Et donc, l'Atlantic Cluster organise régulièrement, et c'est un peu l'exemple qu'on a aujourd'hui au travers de cette table ronde, des opportunités d'échange entre acteurs pour que certains découvrent des solutions qui ont été testées, pratiquées par des petits, des moyens, des plus grands. Et c'est toute la richesse finalement de la filière qui du coup permet de faire avancer globalement une industrie vers des solutions plus propres, de faire aussi avancer les usages au travers de nos plaisanciers qui sont de plus en plus sensibilisés en la matière. Alors la filière nautique et navale en Nouvelle-Aquitaine, on le voit derrière vous, 8512 emplois directs. Et les Atlantic Cluster, combien d'entreprises à peu près participent à entreprises et collectivités, c'est ça ? Une centaine d'adhérents aujourd'hui. D'accord. Alors une première entreprise, Incidence Cell. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Incidence Cell ? Incidence Cell, c'est un des leaders européens et mondiaux, en tout cas le grand leader français pour la fabrication de voiles pour tout type de bateaux, qu'il s'agisse de voiles pour la première monte, pour les chantiers, qu'il s'agisse de seconde monte de vente auprès des particuliers ou des réseaux de professionnels, ou bien fabrication de voiles pour la course au large. Les bateaux classiques du début du siècle dernier, ou même actuellement on produit aussi des voiles, on conçoit et on produit des voiles aussi, par exemple pour des projets de cargo à voile qui sont en train de voir le jour. Donc tout type de voile. Alors moi mon petit bateau est de la fin du siècle encore avant, mais donc il faudra que je passe vous voir également je dois refaire une voile qui ne porte pas bien. Mais bon, que faites-vous alors, Incidence Cell, quelles sont vos actions en matière d'économie circulaire ? Êtes-vous engagé dans
dans une démarche? Je dirais que déjà dans un premier temps, on est plutôt sur des circuits, on travaille sur nos circuits courts, que ce soit sur les approvisionnements, on est sur des approvisionnements qu'on ne trouve pas forcément autour de La Rochelle ou dans la région, mais au moins on va s'attacher à des approvisionnements surtout français, quasiment exclusivement européens, et puis on a concentré en fait sur nos bassins, et en particulier le bassin Rochelais ici, la R&D, on travaille sur les matériaux, on travaille sur la technologie, et on produit, je dirais, très localement des voiles qui font appel pourtant à des technologies très avancées. Donc on a développé notre propre écosystème, je dirais, pour travailler en court-circuit court et livrer nos clients à proximité. Et notamment, je pense en première monte au chantier du bassin Rochelais, Rochefortais bien sûr, et puis les Vendéens. Donc déjà la première chose, c'est un circuit court. Et comme je le disais, on travaille beaucoup. On a nos propres ressources en R&D, et nous avons la capacité de développer nos propres matériaux, de les tester et de les utiliser sur notre propre site. Et aujourd'hui, je dirais, l'une des clés de demain va être l'évolution en fait des matériaux. Aujourd'hui, on utilise des matériaux pour la plupart issus aussi de l'industrie pétrochimique. On doit les faire évoluer, c'est pas forcément simple. On doit éviter les faux amis, les choses trappes, mais on a les moyens aujourd'hui de travailler. On investit assez massivement en fait dans la R&D sur les matériaux. Alors justement, on peut peut-être passer la parole à Guillaume Soumaille, Wattenboat. Que faites-vous chez Wattenboat? Vous avez deux activités principales, deux grands axes, on va dire. Alors d'abord, on conçoit et on fabrique des bateaux électriques sans permis, des bateaux qui sont éco-conçus à partir de fibres naturelles, de résines recyclables. Nos clients sont des bases de loisirs, des collectivités, ça peut être également des particuliers. Donc ce sont des petits bateaux sans permis, hein, c'est ça? Ce sont des petits bateaux sans permis. On a une gamme de bateaux pour les enfants. On les utilise en bord de rive, en bord de plage, en toute sécurité. Et après, on va avoir des bateaux adultes qui vont jusqu'à 6 mètres et qui peuvent embarquer jusqu'à 9 personnes. Ces bateaux sont, comme je l'ai dit, éco-conçus. On s'est également penché sur un autre sujet. En avançant dans l'éco-conception, on s'est demandé, nous, notre feuille de route, laquelle c'était, comment on pouvait peut-être certifier, labelliser un petit peu ce qu'on faisait. Et Franck Tison, qui est l'inventeur du Nautiscore, on a décidé en fait de porter ce projet, de l'adapter à nos flottes. Et pourquoi pas aller le proposer à d'autres entreprises, des constructeurs qui peuvent être aussi des fabricants de matières premières. D'accord, donc une première activité est donc de conception et fabrication de bateaux. Et comme Mathias de Christen chez Incidence, pour vous cet aspect d'écosystème régional est important, ou en tout cas d'approvisionnement le plus local possible. En sourcing, si on regarde un petit peu, oui, on serait vraiment ravis que les filières chanvre, bambou soient totalement installées. Après, oui, on a l'avantage de sourcer déjà en France, ça c'est sûr. Nouvelle-Aquitaine, Occitanie. Où êtes-vous basé, vous, Wattenboat? Alors, nous, on est basé en Corrèze. Alors, on n'a pas l'océan, on n'a pas la mer, on a beaucoup de barrages. Vous avez des lacs? On a des lacs, exactement. Donc, voilà. Après, dans tous les cas, c'est valable pour tout le milieu de la plaisance. Nautitech, en quelques mots, Gilda Lemasson. Nautitech, depuis maintenant presque 25 ans, notre métier, c'est de construire des bateaux de voyage, des catamarans, donc qui vont passer énormément de temps à naviguer. Donc des bateaux avec des caractéristiques assez particulières, qui allient à la fois des performances tout à fait honnêtes, un comportement marin qui est adapté à la traversée des océans, mais également du confort à bord, puisque nos propriétaires vont passer beaucoup de temps sur l'eau, en couple, en famille, avec des amis. Et donc ça donne un ADN et donc des contraintes de fabrication qui sont un peu particulières par rapport peut-être à d'autres constructeurs qui ont d'autres cibles en termes de clientèle. Voilà pour décrire Nautitech. Et vos actions alors en matière d'économie circulaire, alors nous, que fait Nautitech? On pourrait nous qualifier d'être peut-être un peu en retrait, mais en fait on est très modeste dans notre approche qui consiste à dire que il y a aujourd'hui des pistes qui sont explorées par certains
qui sont très intéressantes, mais qui n'ont pas encore atteint un niveau de maturité pour qu'elles puissent être industrialisables. Donc on est très attaché à se mettre au courant de ces pistes. En revanche, il y a des choses qu'on peut faire en local. Et moi, une de mes premières préoccupations, ça a été de dire comment je peux utiliser l'économie circulaire pour toute la partie traitement des déchets. Voilà. Et donc c'est une piste aujourd'hui qu'on a commencé à mettre en œuvre avec, pour exemple, pour illustrer, aujourd'hui nos bateaux sont équipés avec ce qu'on appelle du végrage, c'est-à-dire des tissus qui sont installés sur des plafonds, sur des pans de cabine. C'est ce qui est à l'intérieur de la coque, enfin qui permet de ne pas toucher directement le... Non, c'est vraiment un tissu décoratif. Décoratif, oui, tout à fait. Ouais, voilà. ouais. Et donc ce tissu décoratif, forcément, quand on le découpe, il y a des chutes. Et donc on a travaillé avec une association locale à Rochefort qui s'appelle Circulaire et qui donc récupère l'intégralité de ces chutes de végrage et qui sont quand même suffisamment grandes pour pouvoir envisager d'en faire un produit. Voilà. Et donc, ce qui est assez remarquable, c'est que Circulaire donc récupère également d'autres composants, d'autres entreprises, et l'ensemble de ces composants réunis permet de fabriquer des sacs, des tote bags, comme on dit en anglais. Et donc, voilà, on trouve une deuxième vie à un produit qui, si on n'avait pas fait cet effort de le stocker et de le mettre à disposition gracieusement, en fait, il aurait été enfoui ou il aurait été incinéré. Donc ce sont des produits qui vous devez quand même collecter, récupérer, mais qui ensuite servent dans une démarche de ce qu'on appelle l'économie industrielle et territoriale, c'est-à-dire que les déchets de votre entreprise deviennent un intrant pour une entreprise qui fabrique des sacs. Il me semble que vous avez une démarche un peu similaire chez Incidence. Alors oui, effectivement, je partage ce qui vient d'être dit. C'est la partie R&D sur les matériaux va prendre du temps. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de moyens, mais en attendant, il y a plein d'actions qu'on peut déjà mener. Déjà réduire nos propres émissions de déchets. C'est-à-dire en ce qui nous concerne, sont les chutes de tissus. Les plus grandes chutes de tissus, toutes celles qui sont réutilisables, sont mises de côté, notamment réutilisées par des associations comme Remise à Flot, qui utilisent pour faire du sac, de la bagagerie, avec ou des petits accessoires, avec une démarche en fait de réinsertion. Et en plus, voilà, dans l'économie sociale et solidaire. Ouais, voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps et qui a toute sa place. Puis de l'autre côté, on a les voiles qui sont usagées, qui nous reviennent. Alors pas toujours, puisqu'il y a beaucoup de voiles qui restent dans les caves ou dans les greniers. Mais quand elles nous reviennent, et on a plutôt incite nos clients à les faire revenir, et quand elles nous reviennent, on les transfère, notamment dans des sociétés comme 727 Selbag, qui les utilisent pour faire sa propre bagagerie à partir de voiles recyclées. Donc on est plus dans une réutilisation et une utilisation des déchets des chutes de production. Voilà. Est-ce que vous avez, Incidence, travaillé, est-ce que vous travaillez sur la notion d'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire en fait depuis la production de vos voiles, leur utilisation jusqu'à la fin de vie du produit? Alors, on a commencé à travailler dessus. La difficulté est de trouver en fait le bon scope, le bon modèle, et un modèle qui communique en fait avec les autres. Parce que si on fait notre propre analyse de cycle de vie et sur des bases qui n'ont rien à voir avec finalement nos partenaires du nautisme, que ce soit nos fournisseurs, que ce soit nos clients, en fait, on va vite se retrouver complètement décalé. On va éventuellement mettre le doigt sur ce qui va être le plus important pour nous et les axes d'amélioration pour réduire notre empreinte carbone. Je dirais que c'est ça qui est aujourd'hui le plus compliqué. Maintenant, on a commencé aussi à travailler dessus, notamment pour la course au large. Je vais prendre un exemple avec la classe IMOCA. Puisque on est un des voiliers fournisseurs de la classe, avec la Jacques Vabre à la fin de cette année, en ligne de mire le Vendée Globe l'année prochaine. Et la classe a introduit en fait une voile green et s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui peut caractériser une voile verte. Et c'est je dirais ce cadre qui s'est mis en place l'année dernière va devenir de plus en plus contraignant. On y participe. Ça nous pousse un peu dans nos retranchements sur notre propre modèle, mais ce système de plus en plus contraignant qu'on soutient pleinement va prendre en considération aussi bien
la nature des matériaux et leur empreinte carbone que justement toute la partie de cycle local, de production locale. Et on a, je dirais, un gros avantage quelque part, nous ici à La Rochelle. On est les seuls qui, à ce point, pouvons produire de la membrane, je pense notamment aux membranes de haute technologie comme la membrane filamentaire DEFI, localement, la transformer localement et la mettre à disposition de nos clients en toute proximité. Et ça, c'est un des atouts, ce n'est pas le seul, mais et l'étape d'après sera vraiment d'aller travailler beaucoup plus sur les matériaux, notamment l'utilisation, pourquoi pas, de résine thermoplastique. On sait le faire. On sait fabriquer des voiles aujourd'hui en résine thermoplastique qui sont recyclables. La question, elle est de savoir, est-ce qu'il y a la filière pour recycler ? Parce qu'on est des petits volumes, hein, la filière nautique, on n'est pas gros, on n'est pas gros par rapport à ouais, d'autres filières industrielles. Et puis toujours pas perdre de vue en fait l'équilibre de gains, notamment sur l'ensemble du cycle de vie et notamment la qualité de la voile, sa durabilité. Et faire une voile avec des matériaux, je dirais recyclés, recyclables, mais si elle a une durée de vie qui est quand même relativement faible. Il va falloir comparer ça avec des produits peut-être moins verts en apparence, mais qui vont avoir une véritable durabilité. Guillaume Soirail, peut-être justement, alors le Notiscore que vous souhaitez promouvoir, enfin que parle justement de cette question d'analyse du cycle de vie et de provenance de sourcing des matériaux. Est-ce que vous pouvez nous en donner une petite démonstration, explication, illustration? L'exemple sur des composites, sur les biocomposites, on va prendre en compte les matières premières utilisées. Donc forcément, plus elles sont naturelles, biosourcées, et plus c'est un indicateur qui est dans le plus. On va regarder également le type de process. Ça peut être de l'infusion, sur des moules ouverts, des moules fermés, les émanations, les déchets qui ont été produits. Et donc forcément, tout ça à la fin donne une note. Ça va du A+++, triple plus, jusqu'à C. Après, l'idée, c'est que ce ne soit pas discriminant pour les fabricants qui vont s'en servir. Donc, il y a une vraie logique. Il faut effectivement consulter tout le monde pour arriver à trouver un équilibre qui soit rationnel. Et avec des méthodes qui sont un petit peu normées, comme Gilda Lemasson, avec votre casquette peut-être Atlantic Cluster et Fédération des industries nautiques. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement plusieurs expériences d'analyse de cycle de vie qui ont été faites par un certain nombre d'acteurs de la filière, sans pour autant qu'il y ait un cadre qui soit posé. Et donc c'est ce que la fédération a commencé à travailler dessus depuis maintenant quelques mois. Ça devrait déboucher sur des résultats, je pense, avant la fin de l'année civile. Et l'idée, c'est de dire, voilà, essayons de bâtir un cadre qui, à minima, sera reconnu à l'échelle nationale. Travailler d'ailleurs également à l'échelle européenne pour voir si ça peut être un cadre européen. Mais l'idée, c'est que voilà, tout le monde puisse utiliser la même méthodologie, parce qu'effectivement, quand on sort du scope, je dirais, interne, de sa propre consommation d'énergie, de sa propre génération de déchets, etc., les fournisseurs sont concernés, les utilisateurs sont concernés, et on peut rapidement raconter des choses contradictoires si on n'utilise pas le même langage. Alors, des initiatives comme le Notiscore ou l'analyse du cycle de vie permettent aussi d'améliorer la sensibilisation à l'intérieur de vos entreprises, sensibilisation aussi des plaisanciers. Hein. Ouais. Je crois qu'à l'intérieur des entreprises, le mouvement est là. C'est-à-dire qu'il y a une attente de nos collaborateurs pour qu'on soit effectivement beaucoup plus attentif à avancer dans le sens effectivement de la transition écologique. Côté des utilisateurs, c'est très inégal. Il y a encore aujourd'hui, je dirais, relativement peu de sensibilisation, même pour des gens qui vont traverser les océans et qui vont passer beaucoup de temps sur l'eau. Il n'y a pas forcément cette sensibilité. Maintenant, moi, j'aimerais quand même remarquer une chose, c'est que on parle de rapport entre la durabilité et le caractère propre des composants qu'on a utilisés pour faire nos produits. Les bateaux aujourd'hui ont un caractère qui est quand même assez remarquable, c'est qu'ils ont une durabilité de 30 ou 40 ans. Et donc peut-être aussi il faudrait réfléchir à pas forcément travailler que sur des produits propres, qui aujourd'hui d'ailleurs ont tout un tas de difficultés de mise en œuvre et pas forcément les mêmes caractéristiques physiques et mécaniques, mais travailler aussi sur comment je peux m'assurer que le bateau il va être utilisé effectivement pendant 30 ans ou 40 ans, parce que là, pour le coup, l'analyse de cycle de vie, elle va être très vertueuse.
Et c'est ça qui différencie un petit peu par exemple, des automobiles. On sait qu'au bout de quelques années, on la jette, etc. Alors qu'un bateau va pouvoir subir un refit, et évidemment, on pourra changer les voiles de manière beaucoup plus facile. Pour terminer cette première table ronde donc sur l'économie circulaire, peut-être que je vais vous demander à chacun, est-ce qu'il y a une prise de conscience un petit peu personnelle que vous avez expérimenté justement pour ce qui est des transitions écologiques? Est-ce que vous voulez partager une petite prise de conscience, soit à l'occasion de vos navigations ou dans votre univers un peu plus personnel? Qui veut commencer? Mathias de Christen, pour Incidence. Enfin, de chez Incidence, la prise de conscience est plus personnelle. Mais... Elle est plus personnelle, mais en même temps, elle est forcément liée au métier qu'on fait. Effectivement, je navigue, et je dirais, elle est plus liée, je dirais, plus à l'entreprise où on a souhaité quand même s'engager dans des projets, leur donner leur chance effectivement d'aboutir, de gagner en maturité. Et je pense notamment à s'engager en fait dans tout ce qui est décarbonation du transport maritime. Et on est engagé dans plusieurs projets, notamment de cargo à voile, et un en particulier qui aboutit à la fin de cette année pour voir ses premiers navires naviguer, qui est le projet TOT, pour lequel on est en train de fabriquer deux jeux de voile complets qui seront opérationnels à la fin de cette année. On suivra ça avec intérêt. Gilda Lemasson, Nautitech, moi, j'ai votre prise de conscience. Très personnel. Il se trouve que cet été, je suis devenu grand-père pour la première fois. Et ce qui est intéressant, c'est que on visualise assez bien la transmission qu'on peut avoir vis-à-vis de ses enfants. Quand il s'agit de ses petits-enfants, c'est là où on se projette dans un futur qui aujourd'hui devient incertain. Et donc, ça renforce cette prise de conscience qu'on doit être acteur sur la transition écologique, parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir pour nos petits-enfants. Guillaume, moi, c'est un petit peu dans la logique Gilda, c'est aussi la famille. Je naviguais avec mon fils de 5 ans qui me disait souvent: papa, pourquoi ça fume, pourquoi ça sent pas bon, pourquoi ça fait du bruit, on s'entend pas parler, et papa, pourquoi on pollue, pourquoi on fait peur aux poissons. Et ben là, ça m'a retourné l'esprit, et c'est de là qu'on est parti dans cette aventure d'éco-conception et donc maintenant de labellisation. Merci messieurs donc pour ces échanges tout à fait intéressants et inspirants. Première table ronde dédiée à l'économie circulaire présentée par Atlantic Cluster, la région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l'agglomération de La Rochelle, l'agglomération Rochefort-Océan et la communauté d'agglomération de Aunis Atlantique. Demain, une table ronde sera consacrée à la transition énergétique. Demain à 16h sur ce même stand de la région. Et vendredi à 11h, une table ronde portera sur les nouveaux usages, toujours liés aux transitions écologiques et énergétiques. Merci à tous. Et puis on a bien hâte de suivre tous vos projets. À bientôt.